Tous et Info Soir, voici les titres de ce mardi. Un conseil de gouvernement exceptionnel, seul point à l'ordre du jour de cette réunion, l'exposé du ministre de l'économie et des finances sur le projet de loi de finances 2020, un projet qui s'appuie sur une amélioration attendue du déficit budgétaire. C'est une première depuis le début en février du mouvement inédit de contestation en Algérie. La police a empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi. Les forces de l'ordre ont bloqué à plusieurs reprises les manifestants et procédé à des arrestations. Ils ont assisté impuissants au déchaînement des flammes. 260 petits commerçants ont perdu leurs marchandises hier soir suite à l'incendie qui s'est déclaré au marché aux puces Sidi Youssef à Agadir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre. L'Orchestre symphonique royal a clôturé hier soir sa 11e saison artistique au théâtre Mohamed V de Rabat, au programme des concerts de musique classique consacrés à deux célèbres compositeurs allemands. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette réunion extraordinaire des membres de l'exécutif, un conseil de gouvernement avec un seul point à l'ordre du jour, l'exposé du ministre de l'économie et des finances sur le projet de loi de finances 2020, un projet qui s'appuie sur une amélioration attendue du déficit budgétaire et qui devrait être déposé avant le 20 octobre prochain. Reportage Marim Amlel et Youssef Lotfi, le récit est de Hind Ben Abdelbi. C'est un conseil de gouvernement dédié à la mise en place du projet de loi de finances 2020. Au cœur de l'exposé du ministre de l'économie et des finances Mohamed Ben Chaboun, les mesures préparatoires à ce texte de loi. Une présentation suivie d'une discussion des grandes orientations économiques de l'année à venir. L'opération de préparation de ce projet de loi s'est appuyée sur un cadre référentiel composé des orientations du discours royal à l'occasion de la fête du trône, des orientations du discours royal à l'occasion de la révolution du roi et du peuple, ainsi que du programme gouvernemental et de la lettre de cadrage adressée par le chef du gouvernement aux différents départements ministériels. L'exposé du ministre de l'économie et des finances a également permis de mettre en lumière l'actualisation de certains indicateurs macroéconomiques comme le taux de croissance qui devrait atteindre cette année 2,9% contre 3% l'année dernière. À noter également l'amélioration du déficit budgétaire qui est de 3,5% en 2019 contre 3,7% en 2018. Ce conseil de gouvernement a lieu après l'annonce de l'amélioration de la note souveraine du Maroc par l'agence internationale de notation financière Standard & Poor's. La perspective de la note de la dette à long terme du royaume est passée de négative l'année dernière à stable cette année. Prochaine étape pour le projet de loi de finances 2020, les discussions en Conseil des ministres avant le dépôt au sein des deux chambres du Parlement qui devrait avoir lieu avant le 20 octobre prochain dans le respect des délais prévus par la Constitution. C'est l'un des piliers majeurs de l'économie marocaine, le secteur agricole. Le coup d'envoi officiel de la campagne 2019-2020 a été donné aujourd'hui à Sidi Qassem, un lancement marqué par une série de mesures pour un développement agricole productif. Concernant les semences, par exemple, le ministère met à disposition plus de 2 millions de quintaux de semences sélectionnés à des prix incitatifs. Concernant les engrais, le marché sera approvisionné à hauteur de 680 000 tonnes au même prix que la campagne précédente. Reportage Sarah Jabri. La région de Rabat-Salé-Kénitra s'accapare à elle seule 11% de la superficie agricole utile à l'échelle nationale. Une région qui participe à la production nationale à hauteur de 92% pour le tournesol et 80% pour le riz. Et c'est ici, plus précisément à Sidi Qassem, qu'a été donné le coup d'envoi de la saison agricole 2019-2020. Cette rencontre a été pour nous l'occasion de connaître les mesures prises dans le cadre du lancement de la saison agricole actuelle. Et nous sommes très optimistes. Autant qu'agriculteur, je souhaite que cette saison agricole soit fructueuse et que les précipitations seront au rendez-vous. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que cette saison agricole soit une réussite et qu'on puisse réaliser de meilleures performances, surtout dans la céréaliculture. واحد النقص بالنسبة للحبوب.
La saison précédente, la production nationale céréalière a été estimée à 52 millions de quintaux, soit une baisse de 30% en comparaison avec une année moyenne sous le plan Maroc vert. Cette année, plusieurs mesures ont été prises pour garantir la réussite de la campagne agricole en cours. Le ministère met à disposition 2 200 000 quintaux de semences sélectionnées à des prix incitatifs. Et concernant les engrais, le marché sera approvisionné à hauteur de 680 000 tonnes. Il est également prévu de poursuivre la mise en œuvre du programme national de l'économie d'eau d'irrigation. Cette saison, 50 000 hectares seront équipés en système d'irrigation goutte à goutte, ce qui portera la superficie équipée à travers le royaume à près de 635 000 hectares. Renforcer la coopération entre Rabat et Washington dans plusieurs domaines et ouvrir de nouveaux horizons pour les relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est entretenu avec une délégation de députés américains actuellement en visite dans le Royaume. Au centre des discussions, plusieurs questions d'intérêt commun, dont les défis actuels dans la région et la situation sécuritaire. Le récit de Salim Abnakbou. La délégation est conduite par Karen Bass. À ses côtés, ses collègues députés membres du Congrès des États-Unis et dans le même temps du Caucus Noir, comité composé d'élus afro-américains du Congrès. Cet entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre Rabat et Washington dans plusieurs domaines. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons discuté des relations maroco-américaines, bien entendu, mais également des enjeux continentaux. Nous avons été très impressionnés également par les progrès considérables réalisés par le Maroc. Nous avons parlé des récentes réformes qui y sont menées. La dernière visite d'une délégation du Caucus Noir du Congrès au Maroc remonte à plus de 6 ans et nous avions déjà été très admiratifs à l'époque. La députée américaine a souligné l'importance de l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis. C'est d'ailleurs le seul pays africain lié aux USA par un accord de libre-échange, entré en vigueur en 2006, ainsi que la nécessité de mettre à profit les nombreux avantages qu'il offre. Plusieurs États appuient l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Les discours prononcés par des ambassadeurs et des représentants de plusieurs pays devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont affirmé et appuyer et soutenir l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain. Parmi ces pays, l'Arabie saoudite qui a réaffirmé sa position de principe soutenant l'initiative marocaine. C'est une première depuis le début, en février, du mouvement inédit de contestation en Algérie. La police a empêché les étudiants de manifester à Alger, comme ils le font chaque mardi. Les forces de l'ordre ont bloqué à plusieurs reprises les manifestants et tenté de les disperser, procédant notamment à des arrestations. Les détails avec Mamadou Diaye. La marche est dite pacifique, mais elle a vite tourné en un violent affrontement avec les forces de l'ordre. Lors de cette 33e marche visiblement déterminée, les étudiants ont scandé des slogans qui réaffirment leur refus aux élections prévues en décembre prochain. Ces étudiants qui réclament le renouvellement de l'élite algérienne exigent aussi la libération de leurs camarades arrêtés au cours des derniers rassemblements. Aujourd'hui, ils ont été une centaine à être interpellés par la police. Le pays vit une impasse politique depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika. Les multiples appels du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, à la tenue d'un scrutin semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Ces mouvements d'humeur se multiplient dans les rues d'Alger mais également dans les autres régions. En marge des manifestations tenues tous les vendredis, devenues une tradition, tous réclament le départ d'un système qu'ils disent être en place depuis 1962. Après 6 jours de manifestations et de violences, le président irakien Barham Salah a appelé à cesser l'escalade depuis le début, le 1er octobre, du mouvement de contestation à Bagdad et dans plusieurs villes du sud pour réclamer emploi, services publics et dénoncer la corruption. Plus de 100 personnes ont été tuées, en grande majorité des manifestants, et plus de 6 000 blessés selon un dernier bilan officiel. Et les restrictions sécuritaires ont été levées aujourd'hui autour de la zone verte, siège des hautes institutions du pays et de l'ambassade américaine. Le trafic a retrouvé son cours habituel dans la matinée. Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, Donald Trump fait marche arrière dans la confusion et sous la pression internationale et de son propre camp, mettant la Turquie en garde contre tout excès. Le point avec Rizlan Taïbi.
Par 2 fois, il y a 9 mois, puis cette semaine, l'homme fort de la Maison-Blanche a tenté de battre le rappel de ses troupes en Syrie, prenant au dépourvu tout le monde, même ses conseillers les plus proches. Par 2 fois, c'était après une conversation avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui veut avoir les coups des franges pour faire incursion en Syrie afin de combattre les forces kurdes qui attisent les velléités séparatistes des Kurdes turcs. Et par 2 fois, il a dû rétropédaler après une levée de boucliers interne et international face au sort de cette minorité au risque de résurgence du mouvement djihadiste. Puisque notre objectif a été atteint à 100%, l'étape suivante naturelle a été de rapatrier nos soldats. Accusé jusque dans son propre camp de lâcher des alliés des États-Unis qu'ils avaient aidé à combattre Daesh dans la région, le président Trump a réorienté son discours en affirmant dans un tweet qu'il anéantirait complètement l'économie de la Turquie si celle-ci dépassait les bornes. Le ton combinatoire du président américain n'impressionne pas la Turquie. Elle a affirmé aujourd'hui être prête à lancer une nouvelle offensive en Syrie contre les unités de protection du peuple, les YPG. L'actualité internationale marquée également par ce nouveau naufrage à Lampedusa. Les gardes-côtes italiens ont retrouvé les corps de 13 femmes décédées après le naufrage de leur embarcation. Une dizaine de personnes est toujours portée disparue, tandis que 22 autres ont pu être sauvées. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année, 1041 migrants ont perdu la vie en mer. L'explosion des flux migratoires clandestins est un défi majeur pour les pays des 2 rives de la Méditerranée. Le bilan du naufrage d'une embarcation de fortune le 29 septembre au large de la côte de Mohammedia a grimpé à 20 morts, une tragédie qui a endeuillé des dizaines de familles toujours sous le choc parmi les responsables des passeurs sans scrupules qui ont investi les côtes atlantiques marocaines. C'est un reportage de Hassan Lohmadi, le récit est de Mehdi Foudi. Nous sommes à Douar el-Maleh dans la région de Qalat Sragna. C'est ici que celui qu'on appellera Mohamed, l'un des 3 rescapés du naufrage de l'embarcation pneumatique de l'immigration clandestine à Znata, tente de retrouver une vie normale. 10 jours après le drame, il est toujours sous le choc. 4 jeunes de notre Douar ont réussi à rejoindre l'Espagne lors d'une sortie depuis Mohammedia avec ce même réseau. C'était juste avant Eid al-Adha. C'est eux qui nous ont encouragés à partir. Un sentiment de tristesse et de frustration règne au sein de sa famille. Ses proches sont également affectés par la tragédie. Ils disent être traumatisés. Il est devenu tout le temps triste. Il pense souvent à ses amis qui ont perdu la vie. Nous sommes très touchés par son état actuel. Selon les témoignages des rescapés, ils étaient 56 à bord du Zodiac de la mort. La majorité d'entre eux sont originaires de 3 douars relevant de la région de Qalat Sragna. Des jeunes à qui un réseau de passeurs a vendu du rêve et promis l'illusion de l'Eldorado européen. Nos enfants ont été victimes d'escroqueries. Ils ont été exploités. Chacun a payé près de 25 000 dirhams. Les passeurs du réseau leur ont même fait croire à une faveur puisque le voyage est vendu à 140 000 dirhams. Le bilan de cette tragédie s'élève à 20 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Au titre de l'année 2018, les autorités marocaines ont réussi à faire échouer plus de 29 000 tentatives d'immigration clandestine en mer. Ils ont assisté, impuissants, au déchaînement des flammes. 260 petits commerçants ont perdu leurs marchandises hier soir suite à l'incendie qui s'est déclaré au marché aux puces Sidi Youssef à Agadir. Une enquête a été ouverte. Les détails dans ce reportage de Hussein Ouzig, le récit est de Salima Blakbou. Une légère fumée blanche émane encore. Les commerçants de ce marché aux puces impuissants constatent les dégâts et tentent de sauver ce qui peut l'être. Malheureusement, pas grand-chose. Ils s'y attendaient. La veille au soir, le feu extrêmement virulent a emporté une grande partie des biens proposés à la vente, essentiellement du mobilier de seconde main et des pièces faites d'acier, dont il ne reste que la carcasse. J'ai tout perdu. Tout est parti en fumée. Cette marchandise était notre gagne-pain pour mon père et moi. Nous avons été avertis par téléphone peu avant 21h. Nous sommes rapidement venus sur place, mais nous n'avons rien pu sauver. Il aura fallu 8 heures à la dizaine de pompiers dépêchés sur place pour venir à bout de l'incendie. Les flammes ont ravagé quelques magasins limitrophes du marché aux puces. Mon frère est propriétaire d'une librairie. Tout est parti en fumée, mais il doit quand même payer ses fournisseurs.
Les habitants qui ont assisté à la scène ont immédiatement évoqué la vétusté et l'anarchie des lieux. Le souk est composé de petites baraques vétustes en plein cœur d'Agadir. Qu'il soit excentré à la rigueur, mais en plein cœur d'une ville touristique, que voulez-vous, c'est honte regarder. Les autorités ont entamé les recherches pour déterminer les causes de cet incendie. La piste accidentelle serait privilégiée. Par miracle, aucune victime n'est à déplorer. Il vise à contribuer au développement touristique de la région de l'Oriental, le festival euro-méditerranéen de gastronomie. Cette deuxième édition a été marquée par l'organisation d'un concours des arts culinaires pour les professionnels et des compétitions dédiées aux jeunes talents. Reportage Oussama Oufkir et Younes Nasseri, le récit est de Izza Sharqi. Des préparations aux 1001 saveurs et une disposition des plus artistiques. Ces chefs ont tenu à mettre les petits plats dans les grands. Et pour cause, ils participent à un concours culinaire qui a réuni 75 professionnels de la région de l'Oriental. Je suis très content de participer à ce concours avec tous les autres concurrents ainsi que les grands chefs de la région de l'Oriental. Nous allons leur présenter des plats à la hauteur issus de la cuisine internationale. C'est une valeur ajoutée car cela aide les jeunes qui débutent dans le domaine. Ça nous motive aussi à reprendre le flambeau comme l'ont fait les autres chefs avant nous. Les participants ont été notés par un jury composé de grands chefs marocains sur la base de plats imposés par les arbitres et d'autres choisis par les concurrents. Nous avons demandé aux participants de nous présenter un plat au choix. Nous avons également imposé un plat dans lequel ils devront utiliser un produit typique de la région de l'Oriental. Avec 3 catégories en lice, les chefs, les cuisiniers en herbe et les femmes au foyer, ce concours a permis de mettre en exergue le niveau élevé des talents de la région dans le monde de la gastronomie, que ce soit chez les professionnels, les jeunes ou encore les amateurs. L'Orchestre symphonique royal a clôturé hier soir sa 11e saison artistique au Théâtre Mohamed V de Rabat, au programme des concerts de musique classique consacrés à de célèbres compositeurs allemands. L'orchestre était accompagné d'une très jeune pianiste d'à peine 20 ans, Aïda El-Hlou, qui a apporté sa touche de poésie et de sensibilité. C'est un reportage de Mohamed El-Qant et Mélodie Zentine, le récit est de Samia Halsi. Du haut de ses 20 ans, Aïda El-Hlou est déjà diplômée de la prestigieuse école Yehudi Menuhin en Angleterre, dont elle a été la toute première élève de nationalité marocaine. Aujourd'hui, elle poursuit ses études de piano à Cambridge et après s'être produite dans 9 pays, la jeune virtuose est très fière de participer à l'ouverture de la 11e saison de l'Orchestre symphonique royal au Théâtre Mohamed V. Un grand honneur, c'est un très beau théâtre. Dans lequel j'ai eu l'occasion de jouer déjà, de par les concours que j'ai faits, dont le concours Leila Meriem à Rabat ou d'autres événements, comme l'opéra La Bohème et Tosca qu'on a fait avec l'Orchestre Philharmonique quand j'étais dans la chorale des enfants. Mais là, revenir en tant que soliste, c'est vraiment une expérience très spéciale. Donc je suis très contente. Au programme, concerto pour piano en la mineur de Schubert et symphonie numéro 1 en do mineur de Brahms, interprétée avec une sensibilité et une grande poésie par l'orchestre et la jeune soliste. Un bonheur que Aïda souhaiterait pouvoir partager. J'aimerais bien, après avoir fait une carrière de soliste, si je peux, autant que je puisse la faire à l'étranger, j'aimerais vraiment essayer de développer la musique et la culture au Maroc. Après El Jadida et Casablanca, l'Orchestre symphonique royal a clôturé sa 11e saison artistique à Rabat hier soir. Un concert à la fois classique et romantique, à l'image de l'œuvre de Schubert et Brahms.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette réunion extraordinaire des membres de l'exécutif, un conseil de gouvernement avec un seul point à l'ordre du jour, l'exposé du ministre de l'économie et des finances sur le projet de loi de finances 2020, un projet qui s'appuie sur une amélioration attendue du déficit budgétaire et qui devrait être déposé avant le 20 octobre. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.